Et oui, moi je vais vous parler de From Hell. Alors pourtant, c'est un scénariste qui justement est un peu habitué éventuellement au cap si on veut s'y intéresser. Le scénariste, évidemment, c'est Alan Moore. Alors bon, Alan Moore, je vais pas commencer à vous faire une présentation très longue de ce personnage qui est quand même, comment dire, une légende, un pape, un dieu, un mage peut-être plutôt. Enfin, c'est une personnalité un petit peu assez folle quand même de ces 40 dernières années dans le monde de la BD, du comics. Inutile à mon avis de trop le présenter. On va expliquer que c'est quelqu'un qui est né en 1953, donc qui a un certain âge maintenant, qui habite à Northampton en Angleterre. Donc Northampton, c'est vraiment une ville un peu industrielle qui ressemble un petit peu au nord de la France, quoi. Un petit peu triste, mais dans laquelle il vit toujours, et, dans une maison, ma foi, plutôt simple. Je crois qu'il habite peut-être pas dans la maison de ses parents, mais en tout cas dans une maison qui ressemble beaucoup à celle dans laquelle ses parents habitaient déjà. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est resté, on va dire, un petit peu dans son jus. Bon, quelques titres rapides pour vraiment les deux du fond, qui voilà, ne seraient pas trop courants. Donc Alan Moore, c'est V pour Vendetta, c'est Watchmen, c'est La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est Filles perdues tout petit peu plus récemment. Et puis, c'est aussi un romancier pur. Le Grand Camp, je crois, son dernier roman. Exactement, exactement. Et juste avant ça, son premier roman, c'était un recueil de nouvelles qui s'appelait La Voix du Feu. Un grand souvenir de lecture, parce que le premier chapitre, on est dans la psyché d'un homme préhistorique qui découvre le langage. Donc, je crois que sur les 20 premières pages, tu as des A, O, I, A. Mais c'est quelque chose de très plaisant, notamment parce que cet homme préhistorique, comme à mon avis, les hommes à l'époque, ne fait pas la différence entre ses rêves et la réalité, etc. Donc, c'est une lecture vraiment étonnante. Et, Tu l'as lu en VO ou en VF? En VF. Ok. Et à son opus magnum, à savoir Jérusalem, qui m'attend sur la bibliothèque sagement. J'ai lu les 100 premières pages, j'ai fait OK, je crois qu'il va falloir que je fasse une petite pause. Il m'en reste 900. Voilà, c'est très dense, mais bon, c'était très bien ce que j'ai lu en tout cas. Mais voilà, moi c'est d'ailleurs un trait d'Alan Moore, hein. Je trouve que ses œuvres sont la souvent longueur, la longueur, la densité. très dense et beaucoup de recherche aussi C'est derrière. un peu un asset de l'écriture, hein, de toute façon. C'est quelqu'un qui vraiment vit un peu dans une bibliothèque vivante faite d'archives et de papier et qui, à mon avis, passe énormément de temps à écrire. Il a un petit peu un look de chaman improbable. Là aussi, je reviendrai sur cette notion. Ah, c'est presque, il y a presque une culture anglaise. Un chaman anglais chamans anglais. industriel. Ah ouais, c'est ça. De zone La industrielle grosse barbe. abandonnée. Donc voilà, c'est un personnage assez étonnant. Mais From Hell, pour moi, c'était le bon livre, notamment c'est pour ça que je l'ai proposé, parce que c'est un livre que moi j'avais lu il y a longtemps, mais qui m'avait énormément marqué. Et notamment parce que je trouve que c'est le livre parfait pour se poser la question, c'est quoi en fait le style Alan Moore, c'est quoi un petit peu sa force, et on va peut-être se permettre de parler de ses faiblesses, on va voir. Mais je vous propose, et quoi de mieux qu'un livre sur Jack l'Éventreur pour mener cette petite enquête tous les trois. On essaie, on y va. C'est beau. From Hell, pour vous expliquer rapidement ce que c'est, ça parle de Jack l'Éventreur. D'ailleurs, on parlait de sous-titres tout à l'heure. Le sous-titre, c'est pas compliqué, c'est une autopsie de Jack l'Éventreur. On va revenir sur cette catchphrase après, parce qu'elle dit, elle aussi, beaucoup de choses. Sur Jack l'Éventreur, a priori, en fait, les premières pages en fait, du livre peuvent se dire qu'on va rentrer dans le cadre d'une enquête en fait, policière assez classique sur Jack l'Éventreur. C'est deux policiers à la retraite qui se parlent sur une plage en fait, et qui évoquent une affaire en fait qu'ils n'ont pas réussi à résoudre. On dit tout de suite qu'ils n'ont pas réussi à la résoudre et on sent qu'il y a une frustration et en fait on va voir un petit peu ce qui s'est passé en fait à l'époque. Donc ça parle évidemment à l'époque victorienne des meurtres de Whitechapel que tout le monde connaît en tout cas un petit peu, c'est rentré dans la mythologie populaire. Il y a tellement de films, de livres, de BD, de tout ce que l'on veut sur Jack l'Éventreur, de parodies. On a tous une image de la silhouette de Jack, à quoi elle ressemble, du meurtre de prostituées. Voilà, il y a toute une mythologie en fait qui entoure le personnage, mais c'est pas tellement cette mythologie-là qui intéresse Alan Moore, notamment parce que évidemment le grand mystère sur Jack l'Éventreur, c'est qui. C'est pas compliqué en fait. Nous on nous dit qui c'est dans, je crois, les 50 premières pages ou les 30 premières pages. Voilà. Moi, ouais. Donc, c'est pas le mystère. Mais je vous rassure, c'est pas Columbo où on montrait en fait qui était le meurtrier et puis on allait passer 40 minutes en fait derrière à comprendre comment est-ce que Columbo allait trouver le meurtrier que nous-mêmes nous connaissions, quoi. C'est pas du tout ça le sujet. Il y a zéro suspense dans cette histoire-là. Le sujet n'est pas là du tout. Donc on voit tout de suite qu'on n'est pas du tout dans le cadre de ce qu'on appelle en anglais les whodunit, donc pour savoir qui l'a fait. Ça c'est une expression que j'ai repris, hein, mais From Hell c'est pas un whodunit, c'est un why done it. C'est pourquoi est-ce que Jack l'Éventreur a fait ce qu'il avait fait. Et c'est plus que ça même, c'est pourquoi Jack l'Éventreur en général. Comment est-ce qu'une époque peut générer un Jack l'Éventreur? De quoi Jack l'Éventreur est le nom, on va dire, quelque part. Et pas quel est le nom de Jack l'Éventreur. Donc en fait, le point de départ en fait, de l'histoire de From Hell, ce serait un peu la fin de plein d'autres histoires.
C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des gens concluraient en fait sur l'identité en fait du meurtrier. Ben, pour Alan Moore, c'est le point de départ. C'est sa théorie en gros sur Jack l'Éventreur. Moi, je ne le savais pas la première fois que je l'ai lu, mais en fait, c'est une théorie qui existe et qui était dans l'air depuis un moment. Il y a notamment un livre qui avait été écrit. En fait, la théorie, elle est toute bête, c'est qu'en fait, Jack l'Éventreur, c'est lié à la famille royale, pour le faire très simplement. C'est lié à un complot royal par rapport à une dissimulation de bébé qui serait né, voilà, hors du mariage par quelqu'un de la famille royale. Je vous en dis pas plus parce que c'est pas forcément le plus intéressant. Parce qu'en fait, ce qu'on comprend assez rapidement quand on lit le livre, c'est que Jack l'Éventreur lui-même, en fait, c'est pas vraiment le nœud de l'histoire et de l'enquête. Le nœud de l'histoire et de l'enquête, c'est quoi ? En fait, c'est tout le reste. C'est tout ce qui entoure Jack l'Éventreur. Et c'est là qu'on va ramener un concept qui sonne très inquiétant, mais qui en fait est très très simple. Et c'est un concept qui est très cher justement à Alan Moore, c'est sur la psychogéographie. La psychogéographie, c'est en fait quelque chose dans lequel verse Alan Moore depuis notamment quelques années maintenant, peut-être une décennie. Il travaillait en fait déjà avant. Et Fromel, c'est la première fois, je trouve, qu'il plonge vraiment dedans. Et c'est quelque chose qui pousse plus loin encore avec Jérusalem, son livre. Qu'est-ce que c'est très rapidement ? Je l'explique très vite en fait. C'est l'idée en fait que tout est structure. C'est qu'en fait nous-mêmes, nous ne sommes que les produits de la structure qui nous entoure, c'est-à-dire de notre ville, de notre histoire, de notre passé, de toutes les vies qui nous ont précédés, de toute notre famille. Et en fait, on n'est pas libre, de notre destin. On est prédéterminé à quelque chose à cause de la structure dans laquelle on vient. Et notamment en fait, tous les lieux, tous les endroits sont chargés d'histoire. Et en fait, tout nous pousse à quelque chose. Il y a des forces en fait tectoniques qu'on ne connaît pas, qu'on ne visualise pas, mais qui sont dans notre environnement et qui nous dirigent, sans forcément qu'on le sache. Ça, c'est notamment expliqué très simplement, par exemple, dans son roman Jérusalem, en fait, qui se déroule dans un seul quartier de sa ville, justement, de Northampton, et qui explore les différentes facettes de cette ville-là et qui explique tous les passés, les parcours à la fois individuels, les petits détails qui rejoignent en fait la grande histoire, comment tout a commencé quelque part et tout termine quelque part, comment tout il y a une forme de logique en fait, non pas céleste, mais en tout cas justement sociale, ethnographique. Une suite de causes et d'effets. Voilà, exactement, mais ce n'est pas quelque chose de scientifique. Il y a une part un petit peu aussi de magique, poétique à l'idée en général, mais c'est l'idée que il faut étudier en fait les endroits dans lesquels on est, dans lesquels on vit, et que les endroits nous parlent, ils ont des choses à nous dire. C'est explicité de manière, à mon avis, magistrale dans un des chapitres justement de Fromel, qui est moi mon chapitre préféré, où en fait on a donc William Gull, en l'occurrence Jack l'Éventreur, comme ça je vous ai dit son nom, et qui est avec son cocher, qui se balade en fait dans Londres, qui fait un espèce de cours magistral à son cocher en fait dans Londres pour lui expliquer toute l'histoire et à quel point en fait sans le savoir on vit dans un théâtre et on est les acteurs de ce théâtre-là, mais on ne nous l'a pas dit en fait nécessairement, mais tout a été installé par d'autres gens avant nous. Et on attend de nous, on nous a mis un costume sur les épaules et on attend de nous qu'on performe quelque chose. Simplement, on ne le sait pas. On joue une pièce de théâtre qu'on ne connaît pas, en fait, simplement. Donc, c'est ça qui est très, très, très intéressant et qui est exploré vraiment dans Fromel. C'est la première fois qu'il plonge là-dedans. Et en fait, de quoi est-ce qu'on parle ? C'est pas la psychogéographie, c'est pas en fait d'un quartier. Là, c'est d'une époque, en fait, complète. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de l'époque victorienne. Et la question, c'est comment est-ce que cette société-là, elle peut créer un tel monstre, tel que Jack l'Éventreur. Donc, en fait, sur le banc des accusés, c'est absolument pas Jack, c'est la société elle-même, en fait. Et chacun de ses acteurs. Comment est-ce qu'il était inévitable ? Comment est-ce que c'est presque prophétique qu'il soit arrivé là ? Ça fourmille de détails historiques, d'anecdotes, tout est sourcé, recherché dans l'histoire. Et en fait, pendant tout le long de cette enquête, en fait, on apprend énormément de choses au passage sur ce que c'était en fait que l'époque victorienne. Moi, j'ai cette image en tête dont je parle très très souvent quand je parle de l'époque victorienne ou quand je parle en fait du passé en général. C'est le moment où en fait on voit qu'il y avait ces salles complètes où les gens qui ne pouvaient pas dormir, qui se payaient un hôtel, une auberge ou quoi que ce soit pour ne pas dormir dehors, pour un tout petit peu d'argent, ils pouvaient dormir alignés tous sur des bancs à l'intérieur. On était obligé de tirer une corde devant eux pour leur permettre de dormir debout. La corde les empêchait de tomber. Et ils passaient la nuit comme ça, par exemple, complète. Et ça, c'est quand même une image, c'est quelque chose qui a existé, que moi, j'avais jamais vu. Et alors là, je trouve que de le voir, en fait, comme ça donne une espèce d'information, en fait, énorme sur tout. C'est des clés de puzzle, en fait, qui nous sont données sans qu'on en ait vraiment forcément conscience. Il y a d'ailleurs quelque chose de passionnant dans From Hell, c'est les appendices à la fin, où, en fait, chapitre après chapitre, case après case, presque, on a Alan Moore qui nous explique comment tout est sourcé, qui nous donne des informations historiques supplémentaires sur pourquoi telle chose a été faite comme ça, pourquoi cette histoire est racontée de cette façon, etc. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Donc, en fait, c'est une autopsie, non seulement de Jack l'Éventreur, mais d'une époque complète. Et ce qu'on met sur la table, en fait, c'est pas un poumon, c'est rien du tout.
c'est des preuves et des indices au fur et à mesure pour qu'on comprenne le corps complet qu'était cette époque-là. Et c'est celui-là qu'on dissèque, en fait. C'était quoi son cœur, c'était quoi son cerveau, c'était quoi sa rate, c'est quoi son foie. Et en fait, tout ça, c'est juste des éléments en fait, pour qu'on comprenne, qu'on puisse se projeter dans la vie de l'époque victorienne. Et Alan Moore, là-dedans, c'est un petit peu notre guide, en fait, avec une histoire qui est quand même assez, en fait, relativement à la fois très dense et très fine. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, il faut surtout pas s'attendre à une enquête classique policière avec des indices, des éléments où on progresserait comme ça. Non, c'est que très vite, en fait, on est en fait sur les personnages, sur leurs échanges, sur leur trajectoire de vie, mais qui parfois sont même un petit peu parallèles à l'enquête en elle-même, quoi. Parce qu'encore une fois, en fait, l'enquête, elle donne un cadre à cette tranche de vie, en fait, de cette époque-là. Un chaman, c'est quelqu'un qui guide dans des visions, et la vision, en fait, en gros, c'est cette BD-là, et c'est Alan Moore avec sa prose, avec ses écrits, qui nous prend par la main et nous emmène. Pour conclure un petit peu sur ce que j'ai pensé en fait moi de Fromel, c'est pas compliqué. Il y a je trouve que les œuvres en général, les œuvres artistiques, elles peuvent nous toucher un petit peu de trois façons, je trouve. Ça peut nous toucher aux tripes parce que d'un seul coup on nous parle de quelque chose, on est complètement impliqué dans une histoire, dans des parcours de vie, et on n'arrive pas à le lâcher. Ça peut nous toucher au cœur parce qu'en fait il y a quelque chose, une démarche d'un personnage, quelque chose qui nous rappelle quelque chose, qui nous évoque, on se projette, on est dans l'empathie et donc on peut être touché, on peut être ému. Et il y a le cerveau. Et Fromel, pour moi, c'est une œuvre cérébrale. C'est-à-dire que là, vraiment, la cible, c'est ta tête. C'est juste c'est ce qu'il faut accepter, par contre, quand on le lit. Parce que c'est aussi un livre qui peut avoir quelque chose d'un petit peu difficile. Il est dense, il y a pas mal de personnages. Il faut accepter de plonger un petit peu corps et âme dans l'histoire pour vraiment réussir à en profiter. Mais bon, c'est un voyage qui, à mon avis, en vaut complètement la peine, mais il faut juste être prêt à le faire, quoi. Parce qu'Alan Moore, je trouve que cette œuvre-là, je trouve que c'est un petit peu... Autant il y a des œuvres un petit peu plus consensuelles, on va dire, comme V pour Vendetta, Watchmen, etc. On trouvera peu de gens, en fait, qui, à mon avis, n'aiment pas. On peut éventuellement ne pas avoir accroché autant que d'autres personnes, mais c'est quand même reconnu aujourd'hui comme des jalons hyper importants. Je peux tout à fait imaginer que des gens n'accrochent pas du tout, par contre, à Fromel. Parce que je trouve que c'est vraiment une œuvre qu'on peut aimer et qu'on peut détester. Et je comprendrais assez facilement, justement parce que le choix, il est très très vite d'aller frapper à la tête plutôt qu'au cœur, plutôt qu'aux tripes. Même si il y a aussi des choses qui peuvent être justement très touchantes, etc. là-dedans. Mais je trouve que c'est vraiment l'impact, pour moi, il était là-dedans. C'est sur la démarche, sur la construction, en fait, et sur le projet global narratif que moi j'ai été vraiment soufflé en fait. Et c'est la première fois quand je lisais Alan Moore que j'ai vraiment basculé complètement, et ça a été un peu le début d'une obsession pour moi. Alors vous remarquerez sûrement qu'il y a une personne dont je parle assez peu, c'est Eddie Campbell. J'ai gardé un silence poli jusque-là. Non, pourquoi est-ce que je parle assez peu de lui? Non, je vais le défendre et expliquer pourquoi j'en parle un petit Il faut peu. savoir que je précisais justement, tu as parlé du dessin, mais que c'est une BD qui est intégralement en noir et blanc. Tout à fait. On sent qu'au commencement de From Hell était le verbe. Ouais, C'est-à-dire que ça questionne un tout petit peu la place justement du rapport entre le dessinateur et l'auteur. C'est-à-dire que là, vraiment, pour moi, il y a une balance très clairement qui est du côté de l'auteur et du scénariste très très fort. Et c'est un dessin qui est un petit peu difficile à appréhender parce qu'il est hyper versatile. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que c'est quelqu'un qui a des capacités énormes, Campbell, tu vois, qui peut exprimer plein de styles très très différents. Notamment sur des scènes qui sont parfois... J'étais surpris sur certaines cases qui étaient assez... ça marchait, et sur d'autres un peu moins. Exactement. Non, mais il Ouais. y a une dimension un peu inégale dans le dessin, mais qui, à mon avis, est parfois complètement assumée, notamment parce que je reparlais du côté un petit peu cérébral. Là, on sent que le côté, par contre, sur tout ce qui est architecture, des dessins, des bâtiments, etc., là, c'est toujours absolument nickel. Je trouve Ultra qu'il maîtrisé, est ouais. irréprochable. Oui, oui. Sur le côté un petit peu trip, là, je trouve que parfois ça marche bien. Parce que je trouve qu'il y a le côté un petit peu aussi tremblant du trait de temps en temps. Il faut aussi passer des scènes qui peuvent être très très dures visuellement. Je trouve que ça passe, mais tout en avec ce côté un peu brutaliste du dessin, on a un petit peu du mal parfois à l'accepter. On comprend ce qui se passe. Maintenant, on capte toujours quand même la violence du moment. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Il y a des scènes avec Jack Léventreur, excuse-moi, qui sont incroyables en termes de dynamique et tout. Ouais. Donc, Et donc, il y a vraiment quelque chose là-dessus, tu vois. Je trouve que c'est lui qui, justement, ramène le côté un petit peu dans les tripes, tu vois, de l'histoire, grâce à ça. Là où peut-être ça flanche un tout petit peu, mais c'est à voir, c'est au niveau du cœur et c'est au niveau des personnages, en fait. C'est au niveau des visages, etc. Je trouve que parfois, il y a effectivement, d'une case à l'autre... je sais pas, son repas l'attendait, quoi, ou il y a quelque chose, il fallait terminer, quoi. je pense qu'il se disait que ça vaut pas forcément la peine de dessiner complètement le personnage. Non, mais je pense que lui-même a conscience, à mon avis, de la puissance à la base, en fait, déjà de l'histoire, Ouais. des dialogues, des paroles, et quelque part, parfois, il s'efface presque un peu par rapport à ça.
Ouais. Parce que peut-être que justement, avec un dessin extrêmement détaillé, extrêmement intéressant, l'effet de densité serait presque trop fort encore, peut-être, hein. Moi, je me demande parfois si en fait le côté un petit peu justement où le trait semble s'envoler un peu, c'est-à-dire qu'il y a un moment, je pense que si c'est pas aussi un petit peu quand même une volonté de questionner la certitude des faits, on revient sur quand même des choses qui ont vraiment existé, mais c'est une version particulière, c'est une façon aussi peut-être d'assumer le fait que ce n'est qu'une hypothèse en fait parmi d'autres. Donc Alors, ça, je trouve ça un peu intéressant. Je te rejoins sur ça par rapport à des séquences qui sont complètement floues, où tu sais, c'est des souvenirs vaporeux et tout d'un coup, il laisse son trait très droit, très strict, très dur. Il le met de côté pour essayer pour peindre, du coup, c'est de la peinture diluée, je sais pas, de l'aquarelle ou en tout cas purement de l'encre de Chine peut-être, mais très diluée, donc c'est pour un souvenir plus vaporeux, donc ça marche. Donc peut-être que c'est un parti pris, Peut-être. mais parti pris qui est pas évident tout le temps. quoi. Ouais, Je mais je développerai après, mais On sait que dans les scénarios d'Alan Moore, il détaille énormément, en fait, case par case, vraiment les dessins tels qu'ils doivent être faits. Alors, Ok. est-ce que c'était déjà présent dans ce que j'ai appelé le brief, au départ, ou en tout cas le scénario ou pas? Je ne sais pas. Mais en fait, pour moi, c'est un petit peu peut-être la seule limite, en fait, du livre, de la BD. C'est qu'en fait, peut-être que cet aspect cérébral vampirise un tout petit peu, en fait, le côté peut-être primaire de l'histoire, qui aurait pu être peut-être bénéficier un petit peu plus de simplicité quelque part au niveau du trait, ou un petit peu plus de cohérence tout le temps. Tu Ouais. sais, pour qu'on le questionne un petit peu moins, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que ça, c'est une faiblesse de Moore? Est-ce que c'est une faiblesse de Campbell? Est-ce qu'en fait, justement, c'est complètement cohérent dans la démarche que eux voulaient adopter, justement, pour la raison que j'évoquais, de relecture, en fait, de l'histoire? Donc, est-ce que c'est un mariage parfait? Est-ce que c'est un mariage un petit peu moyen? Bah, ça, c'est à chacun de décider. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je pense que pour la simple démarche, pour l'histoire qui est racontée, je pense qu'on finit ce livre plus intelligent qu'on l'a commencé. Et ça, c'est pas rien, quand même. C'est quand même une précision importante, ce n'est pas anodin. C'est quand même une BD qui fait un comics, pardon, qui fait presque 600 pages. oui, c'est vrai que Donc c'est un, ça vaut le c'est coup un de gros préciser. dictionnaire. Mais je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça se lit quand même assez vite. Ça se lit assez vite, mais je mettrai un gros bémol, c'est que ça ne se lit pas toujours au même rythme. Tu parlais du très bon chapitre où justement Sur on suit des l'architecture. explications sur l'architecture. On va y passer un moment. Et Ah oui. justement, et alors qu'il y en a d'autres qui s'enchaînent très très bien. Tout à fait. Mais c'est le Parfois, il y a chapitre, des pages et des pages sans aucun dialogue. Ouais. Exactement. Donc en fait, Mais dans c'est sa le globalité, ça va. c'est le chapitre central, celui dont on parle. Parce qu'en Oui. fait, Celui qui va donner c'est les celui clés qui un donne petit tout. peu. c'est celui qui me manquait, moi. En fait, j'ai commencé le livre et je me suis arrêté au début de ce chapitre-là. Et j'ai eu du mal à me remettre dedans. Une fois que j'ai terminé ce chapitre-là, je l'ai dévoré en quelques jours et je l'ai ramené à Adrien qui me l'avait prêté. Je trouve que le chapitre sur l'architecture explique, comme tu l'as très bien dit, toute la teneur du récit. Et aussi illustre parfaitement, pour moi c'est un problème l'illustration quand même. Je trouve cette œuvre merveilleuse vraiment, dans le sens où encore là, ces jours-ci, je repense à certaines phrases qui ont certaines formulations, certaines réflexions, parce qu'il y a une vraie réflexion sur la vision de la vie, de la mort, de pourquoi on est là, de à quoi on sert, etc. Toutes ces réflexions-là qui sont hyper intéressantes, notamment sa réflexion sur l'infini, sur le fait que l'infini, en fait, c'est une chose qu'on n'imagine que dans notre cerveau, c'est pas factuel, c'est pas devant nous, c'est pas devant nos yeux, c'est dans notre tête, l'infini. Juste cette notion-là, j'ai C'est une trouvé... notion, c'est pas du concret. C'est une notion, ouais. Et je trouvais que juste cette réflexion-là, je la trouvais hyper maligne. Et bon, Alan Moore, tu l'as déjà expliqué, est un super auteur. Et quel dommage quand même de ne pas avoir un dessin qui peut rendre un peu plus accessible quelque chose qui est quand même pas très digeste. Tu vois, moi, je redis, j'ai adoré ce bouquin. Mais alors, un illustrateur qui fasse un petit peu plus d'effort pour qu'on reconnaisse le personnage de la case A à la case B sur la même page, quand même, ça serait intéressant pour qu'on évite de se demander si c'est Jack l'Éventreur ou si c'est son copain ou si c'est le policier qui le recherche, tu vois. En faisant quelques recherches, je suis tombé sur quelque chose qui m'a extrêmement déconcerté parce que Ah moi, oui, tu nous j'avais en parles, From je crois. Hell, voilà, Ouais. qui était en noir et blanc, et il existe une version colorisée. J'ai du mal à Supervisé par comprendre. Campbell, apparemment. Apparemment, Mais- et alors, Ouh la moi vache. j'ai été extrêmement troublé, j'ai trouvé ça vraiment, enfin moi je suis vraiment resté complètement à côté, alors que techniquement ça aide, notamment pour dans l'histoire, ceux qui l'ont lu pour certains foulards ou des choses comme ça, sont beaucoup plus mis en avant, mais alors... C'est moche. c'est moche, mon Dieu. On sent que vraiment c'est rajouté, c'est pas pensé. Et c'est... Et c'est fou parce qu'il y a certains dessins qui sont très très beaux dedans. Oui, hein. oui, Ouais. oui, bien sûr. Non, oui. Et Et moi, je veux te dire, mon point de vue sur le dessinateur, c'est que c'est un dessinateur d'architecture. C'est-à-dire que je parlais vraiment- des couleurs hein, quand je disais que c'était Ouais. moche. hein. Ouais. Mais ouais, et je suis curieux de voir cette version. Et juste sur le dessin, un truc à préciser, c'est que il y a des dessins qui sont incroyables, genre des scènes de Jack l'Éventreur. Enfin, il s'appelle pas Jack, mais voilà. Des scènes qui sont vraiment très dynamiques, qui vont réussir à te faire ressentir toute la violence, etc. Et t'as des scènes où tu comprends rien, vraiment. Je trouve il y a des dialogues, je sais pas qui parle avec qui, à travers du dialogue, je commence à comprendre.
La reine d'Angleterre, des fois, j'ai l'impression que c'est son ministre. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc un peu dur. Mais par contre, tout ce qui est bâtiment, il maîtrise à 200%. Les architectures, la ville de Londres, elle le retranscrit à merveille. Et à aucun moment, pour le coup, il bâcle les bâtiments. Donc c'est, quelque part, t'as raison, complètement au service du propos. Mais punaise, qu'est-ce que c'est dommage, parce que je Et connais je me un demande paquet de si- lecteurs parce qui que je n'iront crois- pas le lire, tu vois. Ouais, à je crois cause que ça a de été publié de façon un peu sérialisée, mais pendant beaucoup de temps, genre pendant 10 ans presque. Ah oui, d'accord. Ouais, donc je me demande si le travail n'a pas été aussi très long et qu'entre guillemets, ça subit aussi un petit peu les. Ah, les Comment dire deadlines, ouais. Bah, je sais pas, c'était une bonne année ou une mauvaise année, C'est quoi. Tu vois non, mais je sais pas, hein, c'est des Il théories. faut savoir aussi que moi, le trait qui est parfois du coup très griffonné, j'ai eu du mal à ne pas penser à des gravures de l'époque. Ah, complètement des journaux. Exactement. Ouais, complètement, ouais. Où il y a une vraie évocation. Et ce serait au crédit du dessinateur, c'est que parfois on va penser à des gravures, parfois on dirait des storyboards, parfois on dirait vraiment plus des fresques. Et en fait, Parfois, on dirait moi qui voilà. dessine. Mais cette ambivalence-là, justement, elle marche bien. Par exemple, sur des scènes de crime, notamment un particulièrement odieux de Jack l'Éventreur, ben, j'ai trouvé qu'en fait, il y avait cette abstraction où il y a une partie, certes, du dessin dont l'imaginaire fait le reste, mais mon Dieu, c'est encore pire. Oui, et heureusement, c'est- enfin, quelque part, heureusement que c'est pas bien représenté. Oui, mais voilà. Mais Ouais, je du suis coup, j'ai d'accord. trouvé qu'il y a un vrai apport dans le dessin sur certaines pages et sur d'autres où on sent que, heureusement qu'il y en a un qui a un impair un petit peu plus clair que l'autre pour les... Ça, c'est Voilà. cliqué. Je l'ai relu, là, je l'avais lu il y a des années, mais alors en le relisant, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a une partie de mystique propre à Alan Moore, mais je me demande si c'est pas un très bon exemple de ce qui se fait maintenant beaucoup dans la bande dessinée, à savoir la BD reportage. Parce que finalement, c'est extrêmement sourcé, extrêmement documenté. Tu parlais par exemple des appendices qui parlent vraiment, oui, pour les avoir relus il y a encore peu de temps, page par page, case par case, des éléments de recherche. On est vraiment sur une enquête complète d'une époque et le travail d'Alan Moore, c'est dire, avec tout ce qui a été fait en recherche, voilà comment on peut agencer les choses et comment moi, je peux tisser un lien autour de ça. Et d'ailleurs, excuse-moi, mais on n'a pas parlé d'un truc aussi, c'est qu'à la fin, il y a aussi la rétrospective de toutes les œuvres qui ont traité de Jack l'Éventreur. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Ça veut dire que non seulement il a traité le sujet de fond en comble, il a fait ses recherches, etc. Et ensuite, il s'est coltiné, entre guillemets, hein, mais de répertorier toutes les œuvres qui traitent du tueur et de comment il le traite et pourquoi il le traite, etc. Si vous voulez vous intéresser à tout ce qui entourait Jack l'Éventreur, c'est le Magnus Opus qui vous permet d'entrer et d'avoir énormément d'informations au début. Ouais. Et je suis désolé, mais en termes de comics, c'est excessivement rare un tel travail de recherche. Bah, en fait, Ouais. en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce soit une œuvre aussi définitive dans ce format-là, en fait, quelque part, qui est intéressant, c'est ce qui est rare, quoi. Écoutez, je vais vous proposer de passer dans le grand bain du sujet du jour.